Chers membres des médias, nous vous remercions de votre présence aujourd'hui pour entendre notre voix sur une question qui nous touche profondément. Nous sommes un collectif des impétrants des QV 2018-2020 et 2020-2023 de l'École nationale des eaux et forêts qui ont obtenu leur diplôme mais se heurtent à un refus ou une difficulté d'intégration à la fonction publique. En tant que futurs professionnels des ressources naturelles, nous avons consacré des années à acquérir des connaissances, des compétences et l'expertise nécessaires pour servir notre pays et protéger son environnement. Notre formation à l'École nationale des eaux et forêts nous a préparés à assumer des responsabilités importantes dans la gestion durable des ressources forestières, environnementales et hydriques du Gabon. Cependant, malgré nos qualifications et notre engagement envers la préservation de notre patrimoine naturel, nous avons été confrontés à des difficultés d'intégration à la fonction publique depuis plus de 4 ans, sous prétexte que nous sommes des auditeurs libres. Pourtant, l'arrêté numéro 0028-MESR-STT-MFEPC du 8 avril 2019, dans son article 3 et 4, stipule clairement que nous avons les mêmes privilèges qu'un impétrant entré par concours. De plus, la loi numéro 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique, dans son article 108, nous permet de bénéficier d'une attention particulière sur nos dossiers. Nous demandons donc aux autorités compétentes de réexaminer nos dossiers en s'appuyant sur l'arrêté et l'article cités préalablement, de manière équitable et transparente, et de prendre en considération nos qualifications et notre passion pour le travail que nous aspirons à accomplir. Nous croyons fermement que notre expertise contribuera non seulement à la protection de l'environnement, la gestion de notre biodiversité, faune et flore, la meilleure séquestration de carbone, mais aussi la lutte contre le changement climatique et le développement durable de notre nation. En tant que jeunes Gabonais déterminés à faire une différence, nous restons résolus à poursuivre notre engagement envers la conservation et la gestion responsable de nos ressources naturelles, conformément à la politique du chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous nous inscrivons pleinement dans l'initiative des ministères concernés, notamment ceux des eaux et forêts, de l'environnement, des conflits hommes-faune et du climat, du tourisme, de l'eau et de l'énergie hydrique, des mines et de la pêche et de l'aquaculture. La forêt gabonaise couvre environ 22,8 millions d'hectares, soit 88% de la superficie totale du pays. Pour une bonne gouvernance de nos forêts, la compétence acquise durant notre formation nous rend aptes à accompagner l'État dans le respect et l'application de ces textes et lois, notamment dans les entreprises exploitant le bois du Gabon. Certains d'entre nous, ayant déjà travaillé dans ces sociétés forestières, constatons que la technologie a évolué. Nos compétences en géomatique, par exemple, sont essentielles pour améliorer la gestion et le contrôle de l'exploitation forestière. Le secteur forestier est un pilier de l'économie gabonaise, représentant environ 60 à 70% des exportations. Les revenus générés par l'exploitation forestière, la transformation du bois et les activités connexes contribuent significativement au PIB du Gabon. Un personnel qualifié est essentiel pour lutter contre la corruption, l'exploitation illégale des ressources naturelles, le braconnage, la dégradation et la déforestation.
De plus, l'exploitation minière avec le projet comme celui du fer de Belinga, l'or et le diamant pose des défis environnementaux supplémentaires. Une main-d'œuvre jeune, dynamique et bien formée est cruciale pour gérer ces enjeux. Par ailleurs, la convention collective du secteur forêt-bois datant de 1986 est aujourd'hui obsolète. Sa révision est urgente car l'exploitation forestière est le deuxième pourvoyeur d'emploi après la fonction publique. Améliorer les conditions de vie et les salaires des employés dans ce secteur est impératif. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions et pour partager davantage notre perspective sur cette situation. Merci de votre attention. Collectif des impétrants. C'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. Justement, en guise de question, est-ce qu'on peut revenir sur les différentes démarches que vous avez entreprises? Quelles sont les personnes que vous avez rencontrées? Qu'est-ce qui vous a aidé pour sortir de là? D'accord, pour cela, je passe la parole à Ibama. Bien. Au niveau des démarches, il faut dire que la première personne que nous avions saisie, au niveau des démarches, il faut dire que la première personne que nous avons saisie, c'est le ministre des Eaux et Forêts actuel. Nous l'avions rencontré. Il nous a demandé de discuter avec son directeur de cabinet. Nous avons remis au ministre des Eaux et Forêts un rapport présentant un constat général de la situation forestière à l'intérieur de notre pays. Ce même rapport, nous avons adressé un courrier à la primature qui nous a reçus par l'entremise de la conseillère Forêt. Nous avons adressé un courrier au Sénat, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au président du Conseil économique et social, au ministre des TP, parce qu'il faut dire que l'école nationale des eaux et forêts est une école paramilitaire. Donc nous avons aussi interpellé ce volet-là, sachant que ce sont eux aujourd'hui qui gèrent notre pays. Donc nous avons adressé un courrier au ministre des TP, qui est le général Nzengu Nzundu. Nous avons adressé un courrier au porte-parole du CTRI, à la ministre de la Défense, au ministère de l'Environnement, au ministère du Tourisme, au ministère des Mines, y compris au vice-président de l'Assemblée nationale. Quels sont les différents retours que vous avez eus? Les différents retours, il faut dire qu'il y a quand même certains qui ont porté attention à nos demandes. Nous avons été reçus par l'honorable Fumboula. Nous avons également aussi été reçus par le vénérable Marc Onan Essangui. Nous ont félicité le rapport que nous avons présenté, mais pour ce qui est de la suite de nos dossiers, il faut dire que on est toujours vous avez dit avoir été confié au directeur de cabinet du ministre des Eaux et Forêts pour sortir de cette réunion. Est-ce qu'il ne nous a pas donné certaines garanties? Bon, les accusés de réception, nous les avons, mais pour être clair, le ministère des Eaux et Forêts estime que nous sommes des auditeurs libres. Alors, ils n'ont pas pour obligation de nous intégrer parce que nous ne sommes pas rentrés par concours. Ça, c'est leur explication. Un. Deuxièmement, s'ils nous prennent, ils n'ont pas d'argent pour nous payer. Ça, c'est ce qui sort du directeur des cabinets et c'est ce qui ressort du ministère des Eaux et Forêts, y compris du ministre lui-même. Et dans les auditeurs libres, on vous renvoie à quoi exactement? À l'entrepreneuriat? Non, ce qu'on nous fait comprendre, c'est qu'on doit entreprendre. Et la question qu'on se pose, on doit entreprendre quoi? Et avec quoi? Donc, nous sommes là. Ayant été dans les concessions forestières, je ne peux pas vous mentir que les conditions sont exécrables. Aucune personne, aucun humain ne peut accepter de travailler dans ces différentes concessions.
2, les activités qui sont gérées à l'intérieur de ces concessions, les postes sont les postes les mieux, pour dire, sont entre les mains des expatriés. 3, les salaires posent problème. Comme la collègue l'a dit dans son courrier, la convention collective est favorable aux exploitants et non aux employés. C'est sur la base de cela et de certaines incohérences que nous avons constatées, parce que parmi nous, il faut dire que dans les concessions forestières, il y a ce qu'on appelle les cellules d'aménagement. Donc ce sont ceux-là qui font tout le travail, qui s'adressent avec les chefs de cantonnement et les directions provinciales. Nous avons constaté beaucoup d'irrégularités. Et ces irrégularités-là proviennent du manque d'effectifs et de logistique du ministère des Eaux et Forêts. Et concrètement, quelles sont vos revendications et à l'endroit de les services de l'État? Bien, premièrement, nos revendications vont dans le sens déjà de dire que le ministère des Eaux et Forêts a un problème d'effectifs et qu'il serait nécessaire, sinon urgent, de recruter les 2 promotions qui sont assises et en quête d'emploi. Parce que bien qu'ils disent que nous sommes rentrés sous titre, pour certains ils ont payé des formations, mais l'État aussi a accompagné certains parmi nous, parce qu'il y a des gens qui ont bénéficié des bourses. Il faut dire que les enseignants qui ont formé les étudiants que nous sommes sont des salariés de la fonction publique. Il faut dire que le ministère de la Défense a mis à disposition un adjudant-chef béret rouge pour nous former sur le volet militaire. Pourquoi avoir dépensé autant d'argent et puis par la suite laisser ces personnes-là à la maison, soi-disant qu'ils sont auditeurs libres? Donc nous interpellons les autorités compétentes pour étudier ce dossier dans ce sens, parce que les cantonnements sont vides. La fraude, le vol est excessif parce qu'il y a un problème d'effectif, ça je vous le jure. Au niveau de la traçabilité du bois, elle est quasi inexistante. Parce que sur le trajet, je vous dis, les expérimentés par exemple en matière de botanique et en matière de traçabilité, ils sont minimes dans notre pays. Ce qui fait qu'on se fait flouer au niveau même des douanes parce qu'on n'a pas la connaissance de ce que l'on fait sortir de notre pays. Donc, il serait important que l'on puisse intégrer toutes ces compétences qui répondent aux objectifs de l'heure. Nous sommes premiers en matière de gestion forestière dans le bassin Congo. Il ne faudrait pas que ça soit juste, on va dire, un slogan. Il faudrait que ça s'applique dans nos réalités courantes. C'est un collectif qui a combien de membres? Bon, il faut dire que nous sommes un collectif sensiblement de 500 à 600 étudiants. Nous sommes 600 étudiants. Et nous avons une grosse crainte, c'est au niveau du fichier. C'est au niveau du fichier parce que il faut dire que chez nous, même quand on a les postes budgétaires, les plus méritants parfois ne sont pas ceux qui en bénéficient. Donc parfois, on se dit que les autorités peuvent nous donner des postes budgétaires, mais est-ce que réellement nous allons en bénéficier parce que le fichier peut aller à peut-être 700 ou 800 étudiants. Donc nous, officiellement, nous sommes 560 étudiants ajoutés à 80 qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Donc, on attend justement que la situation soit régularisée au niveau de votre, on va dire comme ça, votre quantité de tutelle. Comment vous faites pour vous en sortir? Ben, moi, personnellement, je fais de la maçonnerie. Hein. Je fais de maçon. Donc, je suis obligé de faire ça parce qu'il faut bien que ma famille mange. Il faut bien que mes enfants aient à l'école. Maintenant, pour ce qui est des autres, je ne sais pas comment ils font. Je vais laisser la parole à mes frères qui sont à côté. Moi, de temps en temps, je fais des bricoles au port, décharger des bateaux, nettoyer. Sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que vous n'avez pas peur au bout d'un moment de perdre la main? J'ai envie de dire ça comme ça. Effectivement, il y a cette crainte-là de perdre la main. Bon, moi, je prends le cas, mon cas ici. Moi, je suis du domaine aquatique. Le domaine aquatique au Gabon, c'est 215 000 kilomètres carrés de zone économique exclusive. Ça veut dire notre domaine maritime. C'est 215 000 kilomètres carrés à peu près. Quand on sait que
notre pays a une superficie d'environ 267 667 km². Donc, vous vous rendez compte que notre domaine maritime est presque aussi étendu que notre domaine terrestre. Ajouté à ça, on prend nos fleuves. On a 5 fleuves au Gabon. Le Goué, la Nyanga, le Komo, le Wele et l'Ontem. Chacune de nos provinces au Gabon porte le nom, sinon, comment on appelle ça, porte le nom d'un cours d'eau, sinon le nom d'un environnement aquatique. Bon, avec tout ça, avec tout ce que je viens d'énumérer, tous les chiffres que je viens de vous sortir, pour une côte de 900 km de long, avec tout ce qu'on a comme domaine aquatique, que ce soit maritime ou continental. Actuellement, les eaux et forêts peinent à déployer un effectif de qualité, déjà à déployer un effectif parce que l'effectif est manquant, mais un effectif de qualité pour pouvoir répondre à certaines problématiques comme problématiques par exemple de comment on appelle ça, d'érosion côtière, les problématiques de conservation, les problématiques de pollution, aux hydrocarbures. Et en parlant de problématiques aux hydrocarbures, j'ai fait une mission pour le compte de l'ANPN en fin d'année dernière, en novembre dernier. Et dans cette mission, c'était pour le compte d'un projet, le projet Tortue Marine. Et en allant sur place, à la frontière avec le Congo, il y a l'exploitation pétrolière. Donc, il y a des entreprises pétrolières qui sont basées dans cette zone-là. Et en longeant la plage, donc la côte, sur quasiment 10 km, je vous le dis, sur quasiment 10 km, on a des marées noires. Les marées noires, ce sont les dépôts d'hydrocarbures sur les plages. Sachant que cette plage-là est une plage de ponte de tortue marine. Le Gabon, dans ce même site-là, est le deuxième site au monde de ponte de tortue marine. Donc, lorsqu'on voit toutes ces marées noires sur un site de ponte, donc de reproduction d'une espèce comme tortue marine, vous voyez qu'il y a des problèmes. Et il faut des personnes qualifiées déjà pour venir. Déjà, il faut du personnel pour aller jusque-là, parce qu'on est à la frontière avec le Congo. Il faut des personnes qualifiées également pour venir faire un diagnostic sur ces milieux-là. Avoir des personnes qualifiées pour pouvoir faire des prélèvements, pour pouvoir faire des analyses. Donc, il y a autant de paramètres où il faut du personnel qualifié. Et aux eaux et forêts, à l'École nationale des eaux et forêts, on forme des spécialistes en conservation des écosystèmes aquatiques, on forme des spécialistes en pêche et aquaculture, on forme des spécialistes en assainissement, en eau et assainissement. Donc, avec autant de problématiques, avec un domaine aquatique aussi vaste, pourquoi ne pas prendre ces personnes-là qui ont été formées, qui sont compétentes, pourquoi ne pas les prendre et les mettre sur le terrain pour qu'on puisse avoir des résultats palpables? Parce que, je vous le dis, le ministère des Eaux et Forêts, en ce qui concerne le domaine aquatique, a une difficulté. Un personnel qui n'est pas... il faut un personnel qualifié pour pouvoir, dans le cas de ces marées noires-là, par exemple, pour pouvoir comprendre que ces marées noires-là peuvent être causées non seulement par l'exploitation qui se fait chez nous, mais également par l'exploitation qui se fait au Congo. Il faut un spécialiste pour comprendre ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, comprendre que ça peut être de chez nous, ça peut être du Congo. Comprendre qu'il faut faire des prélèvements et qu'il faut les analyser pour savoir si, effectivement, ça vient de chez nous ou si ça vient d'ailleurs. Donc, autant de problématiques
sont là comme ça et il faut du personnel qualifié pour pouvoir gérer tout cela. Je vais ajouter quelque chose. Au regard de ce qui s'est dit, je tenais à enchérir, sinon réenchérir le contexte dans lequel nous sommes rentrés à l'École nationale des eaux et forêts. Il est souligné que toutes ces différentes problématiques étaient déjà connues des autorités de l'avant-transition. C'est dans cette optique-là que l'ancien ministre des eaux et forêts de l'époque a tenu à faire un arrêté portant réforme de l'École nationale des eaux et forêts en spécialité. Ces différentes spécialités se sont mises en place pour apporter des réponses à ces différentes problématiques. Parce que d'après la réunion qui s'est passée en 2017 du bassin du Congo, le COMIFAP, qui est la Commission internationale des forêts du bassin du Congo, de l'Afrique centrale, qui a fait une réunion en faisant un état de lieu. Et ils ont trouvé nécessaire d'avoir maintenant des spécialistes du domaine. Voilà pourquoi ils ont porté connaissance à des spécialités telles que formation en industrie du bois pour régler les problèmes de l'industrie du bois. Les formations en aménagement pour régler les problèmes de l'aménagement. Les formations en opération agricole pour régler le problème d'autosuffisance alimentaire. Il y a tout un arsenal de formations qu'on fait à l'École nationale des eaux et forêts. Sinon c'est pour le but de régler le souci de préservation, de conservation et de valorisation de la biodiversité au Gabon. Excusez-moi. Aller dans le même sens, s'il vous plaît. Il faut dire que où nous sommes là, au Gabon, il y a la gestion de la biodiversité faune. Nous sommes premiers à abriter des éléphants de forêt. Et aujourd'hui, il y a un braconnage qui, si on ne mesure pas, si on ne règle pas ce problème, finira par faire disparaître cette espèce intégralement protégée là. Et ce que les gens ne comprennent pas, sinon on ne veut pas dire, c'est qu'au Gabon, c'est cette biodiversité faune qui contribue au fait que nous ayons ces forêts. Et c'est grâce à ces forêts que nous avons du carbone. Donc, il serait urgent de pouvoir préserver cela. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous donnons des permis forestiers à des gens, et ces personnes en question, lorsque ils rentrent en possession de ces permis, ils ne s'intéressent qu'à l'exploitation, juste à l'exploitation et rien d'autre. Ce qui veut dire que le traitement du personnel ne les intéresse pas. Ce qui veut dire que la gestion de cette faune-là qui contribue à faire pousser ce bois qui rentabilise leur caisse, ils ne s'y intéressent pas. Donc, en résumé, c'est de dire que la question forestière et environnementale est vaste. Et les réponses à certaines difficultés qui minent notre société, on ne dit pas que nous, on peut régler tout, mais on dit que les qualifications se trouvent à l'École nationale des eaux et forêts. La question des certifications des forêts, le ministère des eaux et forêts, à travers les 9 provinces du Gabon, ne détiennent pas un bureau d'un ingénieur ou d'un spécialiste en certification forestière. Donc, je vous assure qu'une entreprise telle que Rouget Gabon, qui est certifiée FSC, ne sait pas avec qui s'adresser lorsqu'ils vont faire un compte rendu concernant la certification avec le DP, par exemple, de la zone où ils sont. Au sein des directions provinciales, il y a un manque d'effectifs au niveau des compétences. Je dis bien des compétences, parce que pour répondre à la question sur la transformation du bois, il faut un spécialiste dans la question de la transformation du bois. Or, au niveau du Gabon, c'est pas ça. Moi, je peux vous dire, avec certitude et expérience que j'ai, que les données qui sortent
sur la transformation du bois au Gabon ou l'exploitation forestière peuvent être biaisées. Elles ne sont pas vraies. Je peux le prouver. Parce que dans les concessions forestières, les carnets de chantier sont ceux qui font office de loi. C'est ceux sur lesquels on se base pour sortir le véritable chiffre de l'exploitation de cette société. Et il y a un quota que ces sociétés ne peuvent pas abuser. Or, qu'est-ce qu'on constate? J'ai travaillé dans une société de la place en tant que responsable certification. J'ai été viré parce que simplement, on veut que j'accepte ce qui est faux. Alors que le rôle d'un responsable certification, à la base d'abord, il fait un travail d'audit. Et l'auditeur a pouvoir de vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les carnets de chantier sont datés du mois de mai. Donc, vous avez le comptage, ça veut dire les bois qu'on exploite et tout, sont enregistrés dans ces carnets. Donc, janvier, février, mars, avril, mai. Et puis, vous avez juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Vous avez 7 mois qui ne sont pas recensés. On arrive à vous sortir la production générale, la production annuelle de cette entreprise forestière. On s'est basé sur quel chiffre? Vous comprenez qu'il y a un problème, vous comprenez qu'il y a de la corruption, qu'il y a du vol, et que, je vais même loin, qu'il y a des gens qui n'aiment pas leur pays, parce que accepter de tubater les données comme ça, ça veut dire qu'on n'aime pas son pays. Donc, c'est vous dire que il faut des personnes pour régulariser ces choses-là. Je dirais même que chaque concession forestière, l'État gabonais a pouvoir même de mettre un gendarme, donc de mettre un agent des eaux et forêts là-bas pour faire le suivi du tubage, pour faire le suivi de la traçabilité elle-même. Parce que une concession forestière, elle est à 45 km de Boué ou à 65 km de Makoko. Et elle a une scierie juste à côté d'elle. Et sa transformation se fait 24 heures sur 24. Qui la contrôle? Les données qui sortent de la transformation du bois, je ne sais pas si elles sont seulement limitées en coque. Parce que je vous dis que de tous mes collègues qui ont été dans les sociétés forestières, le côté usine, on n'a pas les données. Nous n'avions pas les données. Donc c'est l'Asiatique qui vous dit combien il a transformé. Et vous évaluez ça. Donc vous comprenez que les chiffres qu'on nous donne posent problème. Et c'est sur la base de ça et l'amour qu'on a, outre le fait de chercher de l'emploi, il y a la question de la gestion durable des forêts parce que nous sommes bantous et les 3/4 d'entre nous consommons les produits venant de la forêt. Nous mangeons forêt, nous nous soignons forêt. Donc il est important de prendre soin d'elles parce que d'autres, ils en pleurent. Ceux qui n'en ont plus souhaitent être comme nous, ils sont envieux de notre situation. Donc c'est un peu ça qui nous a amené à faire un rapport général des situations, notamment de tous les pans, ça veut dire la traçabilité, l'aménagement, le secteur eau et assainissement, le secteur faune, aquatique, afin de soumettre ça au ministre des Eaux et Forêts et des autorités compétentes telles que Marc Ona Essangui, qui a Brain Forest et qui comprend très bien ces questions, de sorte qu'ils puissent tirer la sonnette d'alarme et de dire qu'il est important de recruter ces jeunes. Non, premièrement, parce qu'ils représentent une valeur ajoutée à l'économie gabonaise, parce qu'on règle la question du chômage. Troisièmement, parce qu'on veut continuer à être leader dans notre domaine et qu'il est nécessaire de continuer à conserver. Il n'est pas nécessaire que le ministre ou le président de la République puisse tenir des discours, des très beaux discours, alors que les personnes qui rédigent ces choses-là, dans le fond, quand on les lit, c'est beau, mais on sait chez nous que c'est pas vrai. Et il faut que ça s'arrête parce qu'on ne peut pas exposer la République alors que si les organismes internationaux se permettent de venir faire un audit de fond, on va être humilié parce que le rapport qui va sortir sera en contradiction avec ce que dit les Gabonais au niveau de l'extérieur du pays. Donc, c'est un peu ça en résumé que je voulais rajouter. Bien, présentement, on va dire qu'on essaye d'user de toutes les méthodes passives. Nous sommes d'abord avant tout des personnes bien éduquées. Deuxièmement, nous sommes des intellectuels. Nous nous sommes dit que la presse a un pouvoir dans ce genre de choses. Il serait nécessaire de vous convier afin de partager cela avec vous, de sorte aussi qu'en tant que frères, sœurs, vous puissiez comprendre cela et par la suite nous aider à porter la chose un peu plus loin. Sinon, nous allons continuer à saturer les médias par les interviews et autres. Mais il est évident que si nous n'avions pas un retour
ce portail-là du ministère des Eaux et Forêts ou de la primature. Nous irons là-bas comme font tous les autres, avec nos pneus, nos enfants et tout le reste pour nous faire entendre. Excusez-moi, je vais essayer d'ajouter quelque chose. Ici, on a un problème de critères d'âge. Nous sommes sortis, comme je disais préalablement, nous sommes sortis il y a de cela 4 ans. Pour certains, ils sont rentrés peut-être à l'école déjà avec 27 ans d'âge, d'autres 38 ans, d'autres, 37 ans. Et on a déjà fait plus de 4 ans, nous sommes assis à la maison. Je crois le critère d'âge, puisqu'on dit l'administration, elle est écrite. Aujourd'hui, le critère d'âge est à 35 ans, si je ne m'abuse. 38 ans maintenant. Et il y a certains parmi nous qui, l'année prochaine, auront déjà 40 ans, d'autres 42 ans. Ils sont sortis depuis 4 ans. Ils pouvaient peut-être encore intégrer la fonction publique. Ils sortent avec les masters et après, ils restent comme ça, ils n'intègrent pas la fonction publique puisqu'ils ont déjà dépassé le critère d'âge. C'est pourquoi nous interpellons les autorités de bien vouloir examiner nos dossiers. Parce que nous n'allons pas faire des études pour rien et dormir avec des diplômes dans des maisons jusqu'à ce que, je sais pas, nous allons rester là avec des diplômes dans les maisons, les âges passent et tout ça, et puis nous allons juste lire dans les bars, on va boire le vin en racontant que nous, on a fait des longues études, on raconte ce monde dans les bars, mais on n'a pas exercé ce pourquoi on a été formé. Donc, nous sommes là pour interpeller les autorités de bien vouloir réexaminer nos dossiers. Et vraiment, de grâce, si ça peut se faire le plus tôt possible, parce que les gens sont en train de vieillir dans les maisons. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes face à une réalité. Vous avez rencontré votre administration de tutelle qui vous a renvoyé à une solution qui, au vu de vos dires, en vous écoutant, ne vous arrange pas forcément. Alors, aujourd'hui, face caméra, est-ce que vous êtes contre l'entrepreneuriat? Vous avez besoin d'un accompagnement. Qu'est-ce que vous voulez? Si jamais on vous dit que les portes de la fonction publique sont totalement closes pour vous, vous avez relevé le fait que justement l'âge avance. Les conditions sont statiques, nous sommes en pleine transition. Il y a plusieurs mécanismes qui sont mis Je réponds. Je vais répondre sur cette question en disant que le seul accompagnement qui sied, c'est l'intégration de la fonction publique. Pourquoi je le dis? Si il faille comprendre, on prend par exemple l'option de l'entrepreneuriat, qui va rester et qui va partir. Or, le but dans l'intérêt suprême de la nation, ce serait que tout le monde soit en joie. Donc, ici, il n'est pas question de dire qu'on a été formé militairement. On va aller dans les sociétés d'autrui pour aller manipuler les données, ou bien vous connaissez aisément que l'être humain, quand on entend qu'il est militaire, sur le tas, il a tendance à vouloir être réfractaire. Donc, ici, la seule solution, on a après réflexion, et ça, on le commande pas, on le mérite. C'est pas, on ne commande rien, on ne demande pas, on n'oblige rien à quelqu'un. On a des droits, et ce sont ces droits selon les arrêtés, selon les décisions qui ont été prises. Donc, je pense pas que la question, excuse-moi, je pense pas que vraiment la question c'est de poser si on veut l'entrepreneuriat, non. Sinon, on ne devait pas être là en train de parler. On peut tout simplement dire que si vous n'êtes pas intégré, vous n'êtes totalement pas d'accord. Même si on vous faisait des propositions pour vous permettre de malheureusement, les propositions ne sont pas à la main de tout le monde. Donc, je vais même arrêter là. Oui, c'est ça les propositions en question. Ce sont des accompagnements. Mais on sait que dans les accompagnements, il y a ceux-là qui seront favorisés et d'autres non. Pour répondre à votre question, l'ENS forme à la sortie, les formés vont enseigner. Tout récemment, il y a des frères qui sont allés à la primature, qui ont fait un sitting et on leur a posé la question pour certains, est-ce que vous avez des backgrounds scientifiques pour pouvoir aller enseigner?
situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Bon. Si pour l'ENS, ils se sont rendus compte que il y a un manque d'enseignants, donc même si l'individu n'est pas passé par l'école, du moment où il est formé dans ce domaine, il peut répondre aux critères. Pourquoi nous demander à nous, qui sommes sortis de l'école? C'est pas que j'ai un problème contre l'entrepreneuriat, loin de là. Mais pourquoi nous demander à nous, qui sommes sortis de l'école, qui avons une formation, qui sont spécialistes, parce que nous sommes des spécialistes, autant que nous sommes. Mes collègues ici, ceux derrière, nous sommes tous des spécialistes, capables de vous ressortir un travail minutieux, propre, dans tous les domaines possibles au niveau des eaux et forêts. Je dis bien dans tous les domaines possibles. Donc, pourquoi dans certaines administrations, il y a des exceptions, et chez nous, où c'est la norme, où c'est logique, où il le faut, parce qu'il le faut. C'est pas comme si on vient, comme disait mon collègue, c'est pas comme si on quémande. Non, on ne quémande pas. Nous ne sommes pas dans une position où on vient pour faire dans l'émotion, pour supplier. Non, nous sommes formés pour ça. Ils ont besoin, qu'on soit clair, ils ont besoin de cette main-d'œuvre qualifiée-là. Ils ont besoin de nous. Donc, je n'ai pas de problème contre l'entrepreneuriat, mais il faut un moment qu'on se dise les vérités. Il faut qu'on soit clair. On ne va pas pousser quelqu'un qui a fait 3 ans, 2 ans, qui a payé même, qui est sorti avec une qualification, à aller faire de l'entrepreneuriat, et derrière on prend quelqu'un d'autre qui n'est même pas forcément qualifié pour faire ce travail-là. Bien, excusez-moi, je vais renchérir dans la même question. Le mot de la fin, oui. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, le secteur forêt est capable de recruter concrètement si on s'assoit. Il peut répondre aux questions de l'éducation, il peut répondre aux questions de la santé, il peut répondre. Il n'y a pas seulement que le volet de nous qui sommes là. Et pour ce qui est de l'entrepreneuriat, il faut d'abord revoir les conditions. Il faut qu'ils améliorent les conditions et qu'ils révisent les conventions dans le secteur forêt pour nos frères qui ont 39 ans, 40 ans parce qu'ils n'iront pas travailler dans des conditions exécrables et être mal payés. Mais je répète que le secteur forêt est capable de répondre à la question de la santé, à la question de l'éducation. C'est possible. Merci.